bonjour à toutes et à tous. Bonjour Catherine. Bonjour Pierre. Nous voici donc pour une nouvelle heure de Coupe-Fil pour la saison 3. Deuxième épisode. Allez, deuxième épisode. Et on n'est pas tout seul sur le plateau. Enfin, sur le plateau. Absolument, nous ne sommes pas tout seuls. Vous voyez derrière nous, ou à côté de nous, en image, Romain Tichit. Bonjour. Romain. Donc Romain est le directeur de Young International Artist, qui est une foire satellite à la FIAC. On reviendra dessus tout à l'heure. Bonjour Romain. Bonjour. Oui, on va développer avec vous donc comment peut vivre une foire dans l'ombre, enfin c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas aux côtés de la FIAC. Ça accompagne, ça accompagne en fait, ça complète la FIAC. Et puis aussi dans cette émission, il y aura plein d'autres choses évidemment. Nous allons vous parler d'expositions à la Monnaie de Paris, à la Maison Européenne de la Photo. De BD. De BD aussi. Ça, ce sera le deuxième dossier en deuxième partie d'émission. Restez avec nous pour cette partie-là. Et alors, grande nouveauté pour Watch TV et surtout pour Coupe-Fil aussi. Vous pouvez dorénavant nous podcaster. Donc, vous avez, voilà, ça apparaît en bas, vous pouvez vous abonner au podcast de Coupe-Fil sur l'iTunes Store. Alors, il existe plusieurs formats, du format basse def au format très haute def, et un format audio aussi que vous pouvez écouter comme ça. Dans votre voiture. Dans votre voiture, dans le métro. On reste avec vous, on est connecté avec vous. On ne vous quitte plus. Voilà, et évidemment, vous nous retrouvez sur les box. Et vous pouvez évidemment nous suivre sur Twitter, et vous pouvez commenter l'émission @Coupe-Fil. Voilà, tout est dit, on va pouvoir attaquer. Vous voyez les différents canaux pour les box SFR, Free, Bouygues et Orange. On est parti ? On est parti. Allez, on vous emmène. Et on vous emmène, comme dit Catherine. On commence par l'actualité de ce mois d'octobre. Qui est une actualité marché de l'art avec ce que tout le monde de l'art contemporain attend avec impatience, c'est la FIAC et effectivement aussi tout ce qui se passe autour. La FIAC aura lieu du 22 au 25. Du 22 au 25 octobre. Voilà. Et il y a aussi plein d'autres événements collatéraux, dont la foire dont on va vous parler aujourd'hui, qui est la IA, Young International Artist. C'est parfait, voilà. C'est un très bon accent. Et nous recevons, oui, très bon accent, Oxford. Et nous recevons pour en parler le directeur de cette foire et le fondateur aussi, Romain Tichit. Bonjour Romain. Bonjour Romain. Comment vous est venue cette idée en fait, et quel est le concept ? Déjà, quel est le concept ? Le concept, il est double, ou du moins, il a changé un tout petit peu. Comment m'est venue l'idée ? C'est qu'en fait, j'ai toujours organisé des expositions. Et en 2010, à l'époque de l'exposition au musée d'art moderne et au palais de Tokyo Dynasty, j'ai eu l'idée, en fait, de réunir des jeunes artistes, tous représentés par des galeries qui faisaient aussi la FIAC. C'est là qui était le challenge, dans un lieu industriel. Cet événement, il a perduré de 2010 à 2013. Et depuis l'année dernière, 2014, on a évolué pour arriver sur un format de foire un peu plus classique au carreau du Temple, où cette année, nous sommes sur 70 galeries venues de 25 pays, avec toujours un point fort, vraiment la promotion de la scène émergente et la mise en avant, comme chaque année, d'artistes aussi historiques, ou du moins plus confirmés, comme donc Michael Chevalier. Et alors, pour le concept de la foire, on reste toujours sur cette priorité donnée aux artistes ? Oui, tout à fait. Le point fort, et même le nom du YA Art Fair, qui vient du YA Young International Artist, c'est vraiment de mettre en avant le travail des artistes et des galeries. On parle d'être dans l'ombre de la FIAC. Moi, je pense que bien au contraire, je pense qu'on est tous complémentaires et que le YA, justement, a ce concept fort, c'est de mettre en avant par rapport à des statements la jeune création en parallèle de la FIAC qui, elle, va mettre en avant des artistes un peu plus confirmés. Alors effectivement, oui, l'intérêt de cette foire, c'est de passer, alors je me souviens des éditions précédentes, effectivement, dont vous parliez, où on a vraiment des projets autour de l'artiste. Finalement, la galerie passe en second plan,
à la différence peut-être des autres foires où on a quand même souvent... et là, on met en avant la création de chaque artiste et Voilà, ici, en fait, c'est même un peu plus simple. C'est que lorsqu'on est sur la FIAC, on est quand même sur des artistes confirmés qu'on peut retrouver dans les plus grands musées. Ouais. Et une œuvre accrochée peut être tout de suite, donc reconnaissable. Sur le IA, vu qu'on est sur des artistes un peu plus jeunes, qui sont déjà reconnus par rapport à une certaine tranche de collectionneurs ou d'institutions, on essaye vraiment de mettre des statements, c'est-à-dire qu'on part sur des solo shows ou des duo shows pour vraiment permettre aux visiteurs de s'imprégner de l'œuvre de ces jeunes artistes. Donc c'est vrai qu'on peut croire que c'est une mise en avant des artistes, mais c'est vraiment une mise en avant de leur œuvre, de leur travail, par rapport à un statement mis en place avec l'aide des galeries qui les représentent. Bah, vas-y. Non, je t'en prie, Catherine, vas-y. Comment ils ont été choisis, ces artistes ? Alors, ces artistes, beaucoup sont choisis par coup de cœur, c'est des artistes que je peux connaître moi. Après, des artistes que je recherche sur Internet par rapport à toutes ces foires dans le monde, ou tout simplement, je regarde les galeries présentes et les artistes représentés. Et après, par les galeries avec qui je travaille, qui me font des propositions, qu'on valide, qu'on discute ensemble, et qu'on expose une fois donc les projets donc validés et en lien bien sûr avec les thématiques de notre foire. Il y a combien d'artistes qui sont représentés là, qui seront là en plus ? Cette année, on va être sur un peu plus de 200 artistes, 70 galeries, et dans les artistes présents, je pense qu'il va y en avoir une cinquantaine, plus des artistes guests. Après, bien évidemment, il y a des artistes étrangers qui ne peuvent pas venir, mais je pense que oui, entre 50, peut-être 70 artistes seront présents pendant la foire pour expliquer leur œuvre. Alors cette année, la foire aura lieu au Carreau du Temple pour la deuxième année consécutive. Qu'est-ce que ça a changé par rapport à l'ancien lieu ? Alors, pour nos téléspectateurs, l'ancien lieu, c'était le Design by City Center. Design Center, c'est plus grand. Je pense que c'est énorme. Il y a une grosse capacité sur le Carreau du Temple. Le Carreau du Temple. Oui, tout à fait. En fait, au Bastille Design Center, avec qui je travaille, avec Monique Le Forestier, on était sur un format de 25 galeries en 2012. En 2013, on a dû se développer, mais j'avais pas un lieu suffisamment grand pour réunir tout le monde. Donc j'ai pris 4 lieux au cœur du Marais. Et l'idée, c'était vraiment de tout centraliser, se retrouver. Et à Paris, il est dur de trouver des beaux écrins. Et on a eu la chance, grâce à Alexandre Sort, de pouvoir aller au Carreau du Temple et de réunir dans un même endroit un format entre 50 et 70 galeries. Donc c'est vraiment l'idée de se retrouver dans un lieu unique, tout en gardant les fondamentaux du IA, qui sont des lieux industriels avec verrières, un peu comme le Grand Palais. Oui, alors justement, là, on voit des photos de l'édition 2014 du IA, avec cette grande verrière du Carreau du Temple. Donc, les propositions des artistes, les lieux sont plus, on va dire, très ouverts. Tout à fait. L'idée, c'est on part plus sur des stands en L que des stands en U. Ça permet de moins... Donc cloisonner pour permettre une vraie balade contemporaine à travers le lieu. L'architecture fait toujours partie prenante de la scénographie que j'ai envie de mettre en place. Et alors, comment se passent les relations avec, alors peut-être pas directement avec la FIAC, mais les galeristes dont vous parliez au début, qui font la FIAC et le IA, on sait que du coup, ça demande certainement une gestion difficile pour elles, parce qu'elles ont un gros événement. Bien sûr. Maintenant, la première chose, je reviens sur ce fait, je travaille avec des galeries qui faisaient la FIAC de 2010 à 2013. Après, la FIAC a créé l'officiel, donc maintenant je travaille avec des galeries qui font l'officiel. Après, tout simplement, le mois d'octobre est la vraie période donc annuelle à Paris pour promouvoir les artistes, et les galeries ont tout intérêt à s'organiser pour présenter les choses. Dans les galeries, elles ont toutes une liste d'artistes un peu large, et elles arrivent à mettre en place en fait, des équipes, que ce soit au niveau régie, des assistants, pour être aux deux endroits à la fois, et eux, en tant que directeurs de galerie, d'être sur les différents lieux en fonction des différents points temps forts. Par exemple, moi, mon temps fort, c'est le jeudi 22,
qui est la journée preview et le vernissage avec une ouverture publique au Carreau du Temple du 23 au 25 octobre. L'officielle, elle ouvre le mardi, ce qui veut dire que ça laisse tout à fait le temps aux galeries d'être aussi bien sur les différentes installations que sur les différentes previews ou vernissages. Vous attendez combien il y a eu l'année dernière en fait de visiteurs et vous attendez combien? Qu'est-ce que vous espérez en fait? L'année dernière, on a eu 12 000 visiteurs. Cette année, j'en aimerais 20 000, ce qui est vraiment beaucoup. Maintenant, on a pris vraiment une posture internationale. On a 25 pays représentés. Et vu ce qu'on peut avoir au niveau de la presse, vu le soutien qu'on peut avoir de la mairie de Paris, du ministère, de beaucoup de clubs de collectionneurs, d'amis donc musées, j'espère aujourd'hui avoir cet objectif, sachant que nous, c'est bien évidemment de devenir un événement grand public, permettre au plus grand nombre d'avoir accès à l'art contemporain. Mais c'est aussi de permettre la qualité. Donc l'idée, c'est pas du remplissage, c'est vraiment de permettre, comme je le disais, une vraie balade dans le Carreau du Temple, dans le hors-les-murs que nous organisons dans 14 musées cette année, avec Marie Culture Plus à Picasso, à la MEP, aux Archives nationales, au centre du musée des Arts et Métiers, à Cognac-G, sur les parvis des mairies 3e, 4e. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre une balade. Donc je suis pas sur le quantitatif, je suis plus toujours sur le qualitatif, et en espérant encore une fois proposer des très belles propositions. Et alors, pour reparler des galeries, il y en a qui vous suivent depuis le début, des fidèles? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, dans les galeries qui me suivent depuis le début, j'ai la galerie Patricia Dorfman, j'ai la galerie Olivier Robert, qui est aussi sur l'officiel, j'ai la galerie Bertrand Grimont, qui est aussi sur l'officiel et qui est aussi sur donc hors les murs de la FIAC avec Vincent Mauger et Benjamin Sabatier. Après, j'ai toutes les jeunes galeries parisiennes comme l'Inlassable, comme la galerie Maubert, comme la galerie de Rouillon. Après, j'ai une multitude de galeries internationales qui reviennent, d'autres qui viennent pour la première fois. Et chaque année, c'est vraiment intéressant de voir le lien qu'on arrive à mettre en place tous ensemble pour réussir un événement d'une qualité certaine. Voilà. Quels pays sont représentés? Quel artiste? Alors, justement, ce qui est drôle et ce qui est vraiment drôle en 5 ans, c'est de voir un événement qui était français pour promouvoir la scène française. Aujourd'hui, c'est toujours la scène française, mais avec une invitation à l'international. On a des galeries de la Géorgie, des galeries de la Slovaquie, des galeries du Japon, de Chine, de Hollande, d'Allemagne, d'Angleterre, des États-Unis, du Benelux dans son sens large. Voilà, quand on a à peu près le monde entier. D'ailleurs, on a le monde entier représenté cette année sur le salon. Voilà. C'est beau, c'est bien. Oui, c'est une très belle initiative, effectivement. Ouais, même pour les artistes de pouvoir se rencontrer aussi, ceux qui seront là sont pas français. Voilà, c'est ça, ça fait une émulation. C'est qu'en fait, moi, ce que je pense, c'est que pour promouvoir la scène française, il faut promouvoir la scène internationale et créer des passerelles. Le fait que sur le YA, il y ait ces galeristes qui vont échanger ensemble, ça va vraiment permettre des liens entre eux et, je l'espère, des coopérations sur le futur, que ce soit l'invitation en France d'artistes étrangers ou que ce soit l'invitation à l'étranger d'artistes français. Voilà, en galerie ou en institution. C'est un bel échange. C'est un très très bel échange, effectivement. Donc, on va rappeler les dates du YA. Donc, c'est du 22 au 25 tout à fait. octobre. Avec le 22 que sur invitation, malheureusement, la jauge du Carreau du Temple ne permet pas d'accueillir tout le monde. Donc, tout le public accueilli avec plaisir du 23 au 25 octobre au Carreau du Temple avec tout un programme sur notre site www.ya-artia.com. Eh bien, merci beaucoup, Romain. De rien, c'est moi qui vous remercie. Et puis, donc, effectivement, rendez-vous donc à partir du 23 pour le public. Pour le public. Au Carreau du Temple, qui se trouve donc rue Eugène Spuller. Tout à fait, exactement. C'est ça. Bêtise, voilà. C'est ça, non, c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est parfait. Très bel espace du 3e arrondissement. Voilà, Catherine, nous y serons. Ah ben oui, voilà. bien sûr, sans problème. Merci Romain, et puis... écoutez, bon montage, puisque ça va venir très très vite maintenant. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça se voit un peu, j'ai l'air fatigué. On en est sur 14 hors les murs, on a ouvert 14 musées. Ouais. Il y a 65 galeries qui se préparent, on est
en bonne préparation. Ah oui, donc un peu de pression quand même, oui. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Et donc, Catherine, nous allons continuer, toujours à déambuler dans le 3e arrondissement. Non, on va peut-être passer au 4e arrondissement, soyons fous, changeons d'arrondissement. On va faire des expositions un petit peu. Ouais. D'accord, voilà, on y va. Allons-y. On est parti. Faire la maison européenne. Ah, il y a qu'est-ce qui se passe? Juste un tout petit... Non, il y a quelque chose qui... Voilà, la maison européenne de la photo. La MEP. Dites la MEP. Oui. Qui présente une exposition... Alors, elle présente plein d'expositions. Il y a une grosse expo. C'est sur Albert Elbaz, l'an 20, bien sûr. Et puis ensuite, bien sûr, quand on rentre dans la MEP, il y a différentes expositions. C'est un lieu qui est tellement magnifique et qui laisse le temps, on peut prendre le temps de découvrir différents artistes. Donc là, il y a quatre autres artistes, que je vous dise pas de bêtises. Donc il y a Caio Rezevich, Jean-Pierre Lafont et Stéphane Gisard, qui sont aussi représentés. Donc moi, je ne les connaissais absolument pas. Donc c'est vrai, quand on arrive, tout le monde va voir déjà l'expo Albert Elbaz. Oui, c'est ça qui est bien avec la MEP en général, c'est qu'il y a... Il y a une tête d'affiche, entre guillemets, voilà, et puis à côté de absolument. ça permet de s'ouvrir sur d'autres photographes. Voilà, et donc là, Albert Elbaz, qu'on connaît bien mieux... Ou peut-être pas, parce qu'il est souvent dans l'ombre. En tout cas, il est dans l'ombre parce qu'il ne supporte pas le numérique et tout. C'est vrai. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit simplement qu'à l'ère du numérique, nous vivons à travers nos écrans, à mettre en image le moment présent. Nous ne regardons plus, nous filmons. Nous n'écoutons plus, nous enregistrons. Et nous ne parlons plus, nous téléchargeons. Donc, en fait, lui, ça l'ennuie un peu. Il a besoin de... Mais c'est normal quand on est... En fait... Un créateur comme lui, qui est dans le tissu, dans la mode, etc., il a besoin des femmes et des gens, des retours. Donc tout ce qui est virtuel, c'est pas forcément sa tasse de thé. Voilà. Et donc là, il nous livre Donc on l'a suivi. Donc il y a des gens, il y a des campagnes photos qui sont faites, et en fait on plonge dans l'ambiance d'un défilé. Donc c'est très très bien fait. Les photos, on voit des images effectivement qui défilent. Là il y a même des modèles qui sont, vous pouvez voir. Donc là, par exemple, c'est une très 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 jolie robe. Et puis aussi tout autour, bien sûr, il y a toutes les photos de l'ambiance des défilés. C'est assez fort. Franchement, quand on pénètre là, on se retrouve ailleurs. On est plongé dans cette ambiance. Oui, et puis on sort un peu de la photo de mode. Ah oui, bien sûr. Là, il y a les essayages, il y a vraiment ce qui se passe à l'intérieur d'une maison de couture. Oui. Donc c'est intéressant. Il y a des projections, il y a 5 salles, 5 ambiances différentes, 350 clichés. Non mais c'est vrai, c'est ça. 5 salles, 5 ambiances. 5 ambiances, oui, c'est ça. Il y a 350 clichés quand même de grands photographes, une installation avec la voix du créateur animée par 3 projections. Non, c'est complet, il faut prendre le temps de la visiter. Et comme tu le disais, effectivement, il y a d'autres expositions en même temps. Donc, ce qui est bien dans la MEP, c'est qu'on déambule dans un hôtel particulier. Tout à fait. Plutôt joli. Plutôt joli. Voilà. Et puis... donc là, il y a des photos de Sao Paulo, il y a des hommages au Guatemala, il y a plein de choses différentes. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Et alors, les expositions ont lieu... Alors, les expositions... Jusqu'à quand, maintenant ? Alors, ça a commencé le 9 septembre, donc on s'y prend un petit peu tard, nous, mais en fait, pour vous l'annoncer, et ça se termine le 31 de ce mois. Voilà, donc vous avez encore le temps. Vous avez encore le temps d'aller traîner là-bas tranquillement. De profiter. On peut voir l'expo Albert Elbaz, et puis ensuite repartir, et pourquoi pas une autre fois retourner pour voir les autres expositions qui sont vraiment intéressantes aussi. Eh bien, allons-y, courons-y. Il faut y aller. En effet, on va rester... Donc, la maison européenne, on va donner l'adresse quand même. C'est vrai. 5-7 rue de Fourcy, dans le 4e. Et puis, donc c'est le métro Saint-Paul, c'est facile. Quand on sort du métro, c'est juste la petite rue en face. Voilà. On ne peut pas se tromper. Non. Et on va continuer notre balade des expositions. On va continuer avec quoi, d'ailleurs ? Eh bien, avec la Monnaie de Paris. Voilà, qui, elle, se trouve donc rive gauche, dans le 6e arrondissement. Et la Monnaie de Paris nous offre une exposition
assez amusante. C'est vrai. Le titre, c'est Take Me, I'm Yours. Voilà, je te laisse toujours. C'est très bien. Oui, bravo. Tu me fais travailler mon anglais, c'est formidable. Voilà, donc le sous-titre, c'est L'expo où tout doit disparaître. Alors, ça paraît un peu énigmatique. Il se trouve que ce sont toutes des œuvres qui demandent une interaction avec le public. Alors c'est des expos, c'est une exposition collective. Oui, absolument. Et il y a 40 artistes internationaux. C'est bien parce que moi j'ai des petites fiches, je me suis repérée et en plus j'y suis allée. Alors moi aussi je fais de l'exposition. J'ai pas les petites fiches. J'ai pas les petites fiches. Donc en fait le but. Ça bouleverse un peu les codes. C'est-à-dire que vous rentrez dans une expo, vous ne touchez jamais aux œuvres. Tandis que là, on vous demande, si ça vous fait plaisir, d'emporter un morceau de l'œuvre chez vous et pourquoi pas de la disséminer pour que ça refasse une œuvre à l'extérieur. Donc c'est une continuité intéressante. Exemple, ça c'est un tapis de bonbons. C'est un tapis de bonbons d'ailleurs, par Karsten Noller. Voilà Pierre. Voilà. Et j'en garde un pour Benjamin qui réalise l'émission quand même. Oui, voilà. Qui aura le droit à son bonbon. Il aura le droit à son bonbon. Si l'émission est bonne, bien sûr. Voilà, mais d'ailleurs, Catherine, tu nous as rapporté plein de petites choses. On se retrouve avec... Une tour Eiffel. C'est une tour Eiffel, Pierre. Oui, non, j'étais en train de chercher une tour Eiffel. Oui, parce qu'il y a différents artistes qui ont complètement flashé, par exemple, sur la tour Eiffel. Il est passionné de Paris, cet artiste. Je n'ai plus son nom, malheureusement. Donc, on a des photos, bien sûr, de la tour Eiffel. Vous pouvez en emmener chez vous. Il y a aussi des pins et des badges. Un autre artiste qui a complètement craqué sur les bateaux mouches. Donc vous pouvez repartir avec un plan des bateaux mouches, un plan où vous trouverez, je le reprends avec moi, voilà, tout le plan de tout ce qui... voilà, hein. C'est quand même, c'est joli en fait. Je sais pas si on voit grand chose. Là, on voit rien. Là, en fait, non, parce qu'avec le reflet, on voit rien. On voit rien. Enfin voilà, donc vous avez tout un plan pour vous pouvez aller rêver sur les quais en regardant les bateaux mouches. Et on a aussi des images derrière. Donc là, c'est l'œuvre de Yoko Ono. Superbe, l'arbre de la paix. Voilà, qui... vous pouvez accrocher, un petit message et vous l'accrochez ou vous en prenez aussi, ce qui est intéressant. Alors voilà, ce qui est important à retenir peut-être pour cette exposition, puisque c'est vrai que le public... on est étonné, on est complètement déconcerté quand on y va. C'est que c'est vraiment... voilà, il faut que le public intervienne, participe, tout à fait. Tout en gardant en tête, effectivement, que les artistes qui ont créé les œuvres veulent disséminer l'œuvre. C'est ça. Et qu'en fait, on participe au dispositif. Exemple, il y a une cabine photomaton. On peut faire sa photo, donc ça coûte 1 €. Parce qu'en fait, la plupart c'est gratuit. Mais là, pour 1 €, vous avez vos photos qui sortent, bien sûr, en 2 exemplaires, et vous collez un exemplaire sur un des murs. Donc en fait, il faut que le mur soit rempli. C'est vrai qu'on participe, c'est ludique. C'est intéressant. Après, effectivement, j'ai lu un article qui reprenait effectivement le concept. Non, qui parlait de l'exposition en disant que le public avait tendance à se comporter un peu peut-être n'importe différemment. Comment. Voilà. Ça peut être n'importe quoi aussi. C'est-à-dire que en repensant à l'installation de Boltanski. Avec ces tas de vêtements. Ces tas de vêtements quand on arrive et en fait les gens, c'est comme une friperie quoi. Donc voilà, faut garder. L'idée n'étant pas de retrouver un petit haut. Ou un jean à sa taille, mais plutôt de garder en tête que en emportant un des vêtements, c'est de continuer à disséminer l'œuvre. Exactement, le but c'est ça. Et donc à faire partie intégrante de l'œuvre dans la démarche et pas uniquement en se servant, en se disant qu'on emporte un bout d'œuvre. C'est pas vraiment. Non, c'est pas ça. Parce que l'œuvre est, au-delà de ça, l'œuvre est complète. L'œuvre ne sera complète qu'effectivement quand il n'y aura plus de vêtements notamment, mais qui seront partis disséminés. Voilà, qui partent comme ça. Je trouve ça intéressant, mais c'est vrai déconcertant pour. Mais c'est effectivement déconcertant parce que j'avais. Il y avait une personne qui était à côté de moi c'est Boltanski. Non, ce n'est pas une friperie. Des touristes qui étaient à côté de moi, qui après en sortant m'ont dit c'est bien, je vais aller au Louvre et je vais prendre un tableau. Je disais, non, mais c'est pas le but. Non, voilà, donc en fait il faut bien. Il faut bien savoir que c'est une démarche particulière. Donc il y a des ateliers pour enfants, il y a pas mal de choses. Donc la petite boutique. La boutique de petite tour Eiffel. Oui, quand même.
Donc voilà, avec Tour Eiffel et toutes ces cartes postales. Pour cet artiste-là, donc je n'ai plus le nom. Voilà, et il trouve que la Tour Eiffel est le plus beau monument au monde. Voilà pourquoi il a fait une fixation sur. Et il est fasciné par toutes les reproductions de cette Tour Eiffel. Tout à fait. Voilà, c'est là qu'on retrouve sur le plateau aujourd'hui. Voilà. 2-3 bricoles que Catherine nous a rapportées. Catherine a mouillé la chemise, elle a pris un bout de chaque dans l'exposition. Donc oui, alors l'exposition, il y a aussi pour les enfants. Donc il faut, oui, parce que c'est pas réservé qu'aux grands en fait. Il y a pas mal de choses. Il faut aller se promener. On peut faire de l'eau parfumée. Enfin, c'est assez ludique en même temps pour les enfants. Et sinon, il faut bien se mettre en tête que c'est aussi une exposition. Voilà. Donc voilà, là il y a une œuvre de Gilbert & Georges derrière. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, qui reprend, on se retrouve avec des badges. Qui rappelle ces petits badges que Catherine nous offre. Mais oui. Bien volontiers. Je dissémine donc avec quelques petits slogans de Gilbert & Georges, Decriminalize Sex. Bien, c'est vraiment les cours d'anglais aujourd'hui, c'est bien. Ban Religion et Burn That Book. Voilà. Et il y a différents formats, il y a des petits, des grands, tout ça, des stickers. Ah non, ça c'est autre chose. Une œuvre de Laurence Weiner, voilà. Donc, il y a plein de choses, il y a plein de... On revient avec les bras chargés de cadeaux, même si ce n'est quand même pas le but. Voilà, en tout cas, c'est une exposition à faire... Oui, c'est une exposition à faire. Ça, donc c'est 11 quai de Conti, la Monnaie de Paris. Et en fait, c'est jusqu'au 8 novembre. Donc voilà, vous avez le temps d'y aller. Profitez-en. Donc, la Monnaie de Paris, c'est inratable, c'est sur les quais. C'est en face du Louvre, quasiment. Tout vous à passez fait. la passerelle des Arts et vous partez sur la gauche. C'est quai de la Monnaie, je crois. C'est quai de Conti. Quai de Conti. 11 quai de Conti. Merci Catherine. Quai de Conti jusqu'au 8 novembre. Oh, décidément. Et voilà, pour la Monnaie de Paris, nous allons rapidement passer à la Fondation Ricard, qui est dans le 8e. Qui est dans le 8e pour une exposition qui s'appelle Luciole. Oui, rue Boissy-d'Anglas, donc juste à côté du Crillon. L'exposition... Voilà, c'est ça, on y est. Donc là, on arrive un petit peu plus dans le conceptuel. Catherine a été moins emballée que moi. Je te sens un petit peu dubitative. Ah non, mais pas du tout. Non. Je ne savais pas à quoi m'attendre et en fait, je ne sais toujours pas en fait. Alors, c'est dans la démarche de la Fondation Ricard. C'est peut-être ça, c'est Ricard. La Fondation Ricard. Voilà, donc là, effectivement, il y a une compression. Plusieurs artistes présentés. Là, c'est Raffini et Punière qui présentent cette compression avec des vidéos. Là, une œuvre, alors, moi, j'aime beaucoup, qui me tient à cœur, parce que les artistes, alors, on les avait reçus dans une précédente émission de Coupe-Fil. C'est Stéphanie Rollin et David Brognon. Oui, mais bien sûr, ça me revient. Voilà. Ça te revient et qui ont un travail très épuré, puisque là, ce qu'on voit, c'est effectivement des piles de documents, très simplement, et le projet tourne autour d'une île de Gorée, l'île de Gorée, et il y a tout un travail sur la compilation de données, sur la géographie du lieu, et qui est uniquement symbolisé là par ces piles métalliques. Voilà, moi je trouve ça très très beau. C'est un travail toujours très fin chez Brognon et Rollin. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Après, il y a d'autres artistes. Voilà, je comprends, Catherine. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il manque... Ça te revient, ça te revient. En fait, voilà, simplement, quand vous arrivez, vous passez sous des tentes, sous des grandes tentes noires, et en fait, il y a des lucioles et il y a des criquets. C'est des criquets, je pense, oui. C'est des criquets.
Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a une étude qui a été faite, comme quoi les lucioles fonctionnent en suivant bien sûr le son, mais suivant dès qu'on rentre, c'est pas très clair ce que je vais vous dire, dès qu'on rentre en fait sous la tente, tous les animaux, les criquets et les lucioles se mettent en fait au pas, au rythme des pas des gens. Donc c'est assez intéressant, et au rythme du bruit qu'il y a autour. Donc voilà, donc c'est l'influence de l'environnement sur les animaux. Est-ce que j'ai bien décrit? Oui. C'est cela. Ça avait l'air relativement clair. C'est pour ça que ça s'appelle luciole d'ailleurs. Donc c'est toute une étude. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Voilà. Après on passe. Et alors moi le problème c'est que la transition, moi je l'ai pas comprise. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à accrocher avec l'exposition. Avec les autres œuvres. Voilà. La transition n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente. Ça manque peut-être un peu de médiation. C'est ça, voilà. Et puis au fond, vous avez le bar Ricard. Donc c'est vrai que les gens étaient moins conventionnels, les gens étaient plus en train de découvrir, voilà, que plonger dans l'expo. Je te félicite pas, Catherine. Là, c'est pas moi, je regardais ce qui se passait autour. Non, voilà, non, moi je trouve que ça peut être intéressant, mais c'est vrai qu'on manque d'éléments et on est un peu décontenancé. Alors en tout cas, la Fondation Ricard est un lieu atypique, rattaché à la Maison Ricard. C'est une fondation et qui promeut les artistes contemporains. Donc ils ont un travail assez méritant sur la présentation de la scène artistique internationale. Et comme disait Romain Tichy, mettre les artistes français au cœur de la production internationale. Donc pour ça, c'est intéressant. Quelques expos sont plus difficiles que d'autres. Là, il se trouve que c'est l'exposition actuelle qui parle du prix de la Fondation Ricard. Voilà, donc à terme, il y aura une remise de prix aussi. Voilà. Donc, allez-y quand même, faites-vous une idée. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est rue Boissy d'Anglas. Donc c'est derrière la Madeleine, voilà. Faubourg Saint-Honoré et la rue Royale. Voilà, il y a la rue Royale et c'est Madeleine, rue Royale. Voilà. Donc juste avant d'attaquer le shopping chez Hermès, vous arrêtez à la Fondation. Ça peut vous donner des idées. Ça donne des idées. Donc voilà pour la partie exposition. Et nous allons glisser gentiment vers le deuxième dossier que nous allons aborder sur la BD dans l'art contemporain, ou dans les arts même d'ailleurs. Dans les arts. L'art et la BD, voilà. Des liaisons, pas si dangereuses. Et alors, pour nous parler de BD... Oui, on a un invité. On a un invité... Ah, mais voilà, il est là, parce que je ne le voyais mais pas. Voilà, c'est ça, c'était la surprise. Il apparaît, il est là. Bonjour. Ah, on n'entend pas en revanche. Bonjour Christophe. Ah, ben voilà. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Catherine, bonjour Pierre. Je vous remercie de m'inviter donc au fil pour qu'on puisse parler un petit peu effectivement de la bande dessinée et de l'art contemporain ou de l'art en général. Alors, Christophe, on va vous présenter rapidement, même si on a vu le petit bandeau défiler. Donc, vous êtes co-présentateur d'une nouvelle émission sur Watch qui est Entre Cases, donc consacrée à la BD. Tout à fait, le magazine de la bande dessinée sur Watch. Donc, la première a été diffusée il n'y a pas si longtemps, puisque c'était début octobre. Et l'idée étant dans cette émission que je présente avec Nicolas, de décrypter un petit peu le monde des bulles et de s'intéresser à ce qui se passe dans cet univers. Et alors aujourd'hui, on va décrypter le monde des bulles, mais côté art plastique. Voilà, tout à fait. Alors essayer de s'intéresser un petit peu à toutes ces passerelles qu'il peut y avoir entre la bande dessinée et l'art contemporain.
Alors c'est vrai que pour vous présenter ça un petit peu rapidement, je suis remonté un petit peu dans le temps et si on parle de bande dessinée d'art contemporain ou d'art en règle générale, on peut s'intéresser à ces grands mouvements de peinture qui se sont influencés ou inspirés de l'univers de la BD. Et quand on pense à ça, on peut tout de suite parler du pop art finalement et revenir sur les images de Liechtenstein par exemple, qui s'imprègnent. Oui, pardon Christophe, non, je te coupe parce qu'il va y avoir quelques images qui vont effectivement défiler, notamment, on parlait de Liechtenstein. Voilà, alors cette première image qui est Look Mickey qui date de 1961. C'est la première fois d'ailleurs, je crois que dans un tableau de Liechtenstein, on voit apparaître un phylactère et ça reprend complètement l'univers de la bande dessinée. Alors Liechtenstein s'est plutôt intéressé finalement à tout le comics américain et on le voit dans les tableaux les plus connus. Alors si on regarde Alors oui, pardon Christophe, non, une petite info intéressante à donner pour les téléspectateurs, c'est le phylactère. Le phylactère, c'est la bulle. C'est la bulle, voilà. Voilà, c'est ce qu'on appelle la bulle en bande dessinée, c'est le terme un peu technique de la bulle. Alors dans ce mouvement du pop art, on a aussi ce qui a été fait en Espagne, notamment par un des collectifs majeurs, qui est le collectif Equipo Chronica. Et la deuxième image que vous allez pouvoir apercevoir, c'est un tableau qui date de 1971. Ça reprend le tableau de Picasso Guernica en 71. Et puis dessus est rajouté des onomatopées, un petit peu finalement comme un clin d'œil à Liechtenstein, dans l'esprit de ce qu'il avait pu faire avant. Alors, ça, c'est première relation finalement entre la bande dessinée et le pop art, mais on a aussi tout le mouvement de figuration narrative qui, lui, se revendique vraiment de l'héritage et de l'influence finalement de la bande dessinée. Et ce qui est très intéressant, j'ai retrouvé une expo d'ailleurs qui date de 1967, qui avait été initiée par la Société d'études et de recherche de littérature dessinée, où il y a une exposition qui est présentée au Louvre à cette époque-là sur la figuration narrative et la bande dessinée. Alors c'est vrai qu'on retrouve dans le travail de Fromager, de Rancillac, d'Hérault, toute cette influence liée à la bande dessinée. Et on se rapproche un petit peu de nos jours. Il y a eu quelques expos qui ont été vraiment très intéressantes ces derniers temps. Et je pense notamment à une exposition qui a eu lieu à la Maison Rouge, qui s'appelait Vroom, et qui mettait vraiment en parallèle le travail d'artistes contemporains et de dessinateurs de BD. Alors c'est à la Maison Rouge à Paris. C'est l'historien d'art Pierre Stipp qui était commissaire d'exposition, et on avait vraiment mis en parallèle, donc avec des planches originales, un des artistes majeurs de la bande dessinée, Hergé, Tardy, Drouillet, Pratt, Uderzo, et puis à côté des artistes contemporains. Donc on retrouvait des œuvres de Bertrand Lavier, on retrouvait des œuvres de Wim Delvoye, et on retrouvait notamment des œuvres de Gilles Barbier aussi, qui est un grand amateur de BD et collectionneur de planches. Alors c'est la deuxième image que vous allez voir apparaître, où Gilles Barbier et ses clones bien connus s'amusent à imaginer finalement la fin de vie de nos super-héros. Et voilà l'hospice des super-héros. Hulk est mal en point, Hulk il est vraiment mort, c'est foutu. Hulk est pas terrible, Superman n'est pas forcément non plus déambulateur. Voilà. Alors là c'était très marrant d'avoir justement des œuvres réalisées par les artistes, vraiment mis en parallèle avec des planches de bande dessinée et l'univers de la BD. Et en 2013 a eu lieu une autre exposition qui s'appelait Quelques instants plus tard, alors qui était encore plus drôle, puisque là c'était des œuvres réalisées à quatre mains, des duos associant à la fois un artiste contemporain et un dessinateur. Et on obtient des choses assez remarquables. Alors, vous avez bien sûr les grands noms de la bande dessinée qui y ont participé et des grands noms de l'art aussi. Vous avez Bilal Velikovic, c'est une des images qui va suivre. Ou quand on regarde finalement le travail de Bilal. Ah oui, Bilal, on reconnaît, c'est magnifique. Moi, je suis une fan de Bilal, mais bon. Après, et quand on regarde le travail de Velikovic, on peut s'apercevoir finalement de toutes les similitudes qu'il peut y avoir. Alors vous aviez aussi un univers très marrant qui était le héros de Franck Margerin, Lucien, confronté à l'univers graphique de Speedy Graffito, donc artiste du street art. C'est amusant ça. Alors il y avait
il y avait une quarantaine de duos. C'est vrai que j'en ai sélectionné quelques-uns qui sont vraiment parlants. Et vous aviez Drouillet et Le Cloarec. Alors c'est très marrant parce que Drouillet et Le Cloarec ont leurs ateliers vraiment très très proches. Et ils avaient déjà effectué quelques travaux ensemble, mais c'était vraiment une des premières fois où on voyait autant d'œuvres rassemblées sous forme de ce duo, artiste et auteur de bande dessinée. Le dernier présenté étant le travail de Ben et de Baudouin, qui réalisent vraiment une planche de BD ensemble, en confrontant leur graphisme et leur vision des choses. Alors il ne faut pas oublier non plus, quand on parle de bande dessinée et d'art, que les artistes, en règle générale, sont des collectionneurs. Et je peux penser à Hergé, par exemple, qui était un collectionneur averti. D'ailleurs, Pierre Stig, qui était commissaire d'exposition sur la Maison Rouge, était son conseiller artistique à l'époque. Et c'est lui qui l'a aidé à constituer sa collection, allant des mobiles de Calder, des œuvres de Liechtenstein. Vraiment, Hergé avait une très, très belle collection d'art contemporain. Alors, plus récemment, on a vu aussi des choses marrantes apparaître, je dirais, dans ce phénomène de reconnaissance de la bande dessinée en tant qu'art. Ce sont les relations des artistes avec le Louvre. Le Louvre a initié une collection de bandes dessinées, demandant aux auteurs de bandes dessinées de s'intéresser aux collections du Louvre. Il y avait notamment un album qui était vraiment très très drôle, qui était l'album de Marc-Antoine Mathieu. Donc c'est édité chez Futuropolis, reprenant l'envers du décor du Louvre, et ça s'appelle Les sous-sols du Révolu, avec un anagramme sur Louvre et Révolu. Vraiment à découvrir, parce qu'on a cette vision décalée de Marc-Antoine avec tout le côté absurde de son travail et de non-sens. C'est vraiment très très intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a des galeries, par exemple la galerie Glénat, qui se retrouve juste à côté du carreau du Temple, où il y a souvent des expositions, mais en fait les gens pensent pas, parce que Glénat c'est des éditeurs, voilà. Mais en fait il y a des expositions qui sont vraiment belles, quoi. Alors, tout à fait. Là vous avez justement une œuvre de François Bouc, qu'on a reçue dans l'émission Entre Cases, et qui est le parrain d'ailleurs de l'émission. Ouais. Alors c'est vrai que de plus en plus, ça fait une vingtaine d'années que les galeries s'intéressent au travail des artistes de bande dessinée. Elles se sont montées principalement à Paris, et ça a ouvert une autre perspective aux auteurs, puisque la bande dessinée, au départ, c'était un album, et puis très progressivement, on s'est aperçu qu'on pouvait aussi afficher des planches sur un mur, les mettre sous cadre et les présenter au public. Alors pour l'instant, c'est un marché qui se développe de plus en plus, donc par l'intermédiaire des galeries. Donc là, vous avez la galerie Glénat à Paris. Vous avez une deuxième image aussi qui montre une expo qui a lieu en ce moment à la galerie du 9e art. Donc qui sont des galeries spécialisées uniquement en bande dessinée. Elle est où cette galerie? Parce que c'est vrai pour les gens qui ne connaissent pas. Elle est rue Créteil à Paris. D'accord. Ça doit être le 17e, je crois. Et elle présente une exposition sur Cyril Pedrosa, dont nous avions présenté l'album dans Entre Cases. Alors c'est un graphisme extraordinaire près de Pedrosa. Il avait eu beaucoup de succès pour son dernier album qui était Portugal, paru dans la collection Air Libre chez Dupuis. Et c'est vraiment un artiste remarquable. Donc on a tout ce développement en fin de compte du marché des originaux. Alors ça passe par les galeries, Le galériste sélectionne les planches en fonction de la qualité graphique, le talent, la renommée aussi de l'auteur, la composition, les traits. On peut avoir soit de la planche originale ancrée, c'est simplement le noir, ou alors des planches en couleur directe, où l'auteur met directement ses couleurs sur son trait noir. Bref, des originaux de très très grande qualité, et on voit s'envoler les prix. Alors, s'envoler les prix dans les galeries. Et puis le deuxième phénomène qui est intéressant aussi, c'est de voir les salles des ventes. Les grandes maisons de vente, alors Arcurial a dominé le marché pendant des années et des années. C'est vrai que les plus belles ventes étaient Hergé, c'est beau ça. J'adore. Alors ça, c'est la dernière vente justement d'Arcurial en Asie, qui a eu lieu là il y a quelques jours, avec encore... Et à chaque fois, je dirais qu'une œuvre d'Hergé est présentée, on a un nouveau record atteint. Donc là, c'est une petite vignette du Lotus Bleu, qui, on pourrait le dire, est un des albums les plus aboutis d'Hergé. Et d'ailleurs, c'est le dernier original sur le marché, puisque tous les originaux du Lotus Bleu sont maintenant dans les musées. Donc c'était le dernier il a été vendu, qu'est-ce qu'il a acheté, vous savez? Alors il a été vendu à Hong Kong, c'était il y a 5-6 jours, là, 1,2 million d'euros quand même. Quand même. C'est pas mal. On pense à atteindre
on commence à atteindre des prix, alors que ce soit sur Hergé, sur tous ces auteurs décédés, Pratt, Hergé, Moebius bien sûr, mais on a des artistes comme Bilal. C'était une des pièces présentées dans la vente à Hong Kong, qui a fait, alors tiré de La Femme Piège, un des albums mythiques de Bilal, qui a fait quand même plus de 360 000 euros à la vente. Et ça fait partie, Bilal, de ces artistes vivants de bande dessinée les plus cotés sur le marché international, au même titre que les Soulages ou les Buren. Donc vraiment, la bande dessinée en quelques années a gagné de la valeur en fait, une valeur considérable sur le marché de l'art. Et qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait que ça prend une dimension et ça prend une importance? Je pense qu'on s'est de nouveau intéressé au graphisme et au dessin pur. Et c'est vrai que ces auteurs de BD sont des dessinateurs extraordinaires. Et on a vu en l'espace de 15 ans ces planches originales qui n'avaient aucune valeur finalement il y a quelques années. Les auteurs les laissaient, ne savaient plus trop si c'était chez l'éditeur, etc. Arriver sur le marché avec une vraie reconnaissance de la bande dessinée en tant qu'art. C'est pas pour rien que c'est le 9e art. Tout à fait, tout à fait. Et donc c'est vrai que pour les musées, Christophe, tu mentionnais le Louvre, mais il y a le musée d'Orsay notamment qui emboîte le pas maintenant avec... Bien sûr. Pour l'exposition Bonnard, avait fait appel à Johann Sfar pour créer un album. Il avait une carte blanche. Et plus récemment, Manuel Fior, je ne sais pas comment on dit, qui a eu aussi une carte blanche là, pour les collections d'Orsay, qui s'appelle Variation. Variation qui est paru il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Variation sur le musée d'Orsay. Voilà, qui vient de paraître. Voilà. C'est chez Futuropolis. Futuropolis aussi, effectivement. Donc les musées commencent à s'intéresser, soit en donnant des cartes blanches pour créer des albums, ou bien aussi les faire intervenir dans les espaces des collections. Oui, c'est une vraie reconnaissance de la bande dessinée, parce que pendant très longtemps, il ne faut pas oublier que la bande dessinée était considérée comme de la littérature jeunesse, et peu d'intérêt. Finalement, on n'avait pas cette analyse de l'image. Alors c'est vrai qu'on s'intéresse de plus en plus à l'image, puisqu'on est entouré d'images, et c'est une vraie chance pour la bande dessinée d'investir un petit peu d'autres lieux. Alors c'est des choses qu'on présentera un petit peu d'entrecases, mais c'est vrai que les relations entre la BD et l'art, je suis content de pouvoir venir en parler dans Coup de fil. Mais c'est vrai que c'est comme les relations entre la BD et la musique. Maintenant, il y a beaucoup de carnets sur des musiciens, sur des Gillespie, etc. Au niveau du jazz, il y a eu pas mal de carnets au niveau du jazz. C'est assez intéressant. Et c'est vrai que le rapport, on complète un peu l'imaginaire et voilà. C'est-à-dire qu'on sort un peu juste de l'illustratif ou juste de ce que vous disiez tous les deux des albums pour enfants ou pour la jeunesse, pour arriver à vraiment un art complet avec... Oui, les passerelles sont nombreuses finalement. On parlait de la musique, mais on pourrait parler du cinéma. On a vu des travaux transversaux entre des photographes et des auteurs de BD. Je pense notamment à un album là qui va sortir entre Loustal et Depardon, avec des visions décalées. Et quand on s'intéresse au cadrage, à la lumière, finalement il y a beaucoup de points communs. Bien sûr, il y a des points communs, complètement. Et c'est vrai que pour le public, on le voit aussi dans la partie art plastique pur, avec un retour au dessin qui se marque. Alors les artistes avaient un peu délaissé ce champ-là, le champ du dessin, et commencent à y revenir. On voit l'engouement de certains collectionneurs qui ne font de la collection que de dessins. Que de dessins, oui. Voilà, et qui, peut-être que le champ avait été laissé un peu... en friche. Avait été en friche, voilà, et qui bénéficie finalement... et la bande dessinée, finalement, bénéficie de cette évolution-là, puisque ce sont des dessinateurs et des dessinateurs de qualité. Et il ne faut pas oublier que finalement, la plupart des artistes ont aussi fait des écoles d'art, que ce soit les Beaux-Arts en Belgique. Donc il y a tous ces éléments-là qui permettent d'avoir cette reconnaissance de la bande dessinée.
Ouais, il faut un trait, il faut une plume. Puis après aussi, il faut des choses à dire. Donc après, il y a différentes catégories de BD, en fait. Il y a des choses qui sont plus rentre dedans et plus qui s'impliquent plus dans la vie actuelle. Il y a l'art, il y a plein de choses différentes. Donc c'est vrai qu'on peut avoir une analyse finalement des planches, tant d'un point de vue graphique, mais il ne faut pas oublier que c'est une histoire et c'est un scénario. C'est là où la bande dessinée a aussi cette relation avec la littérature. Et on voit de plus en plus d'albums reprenant ou adaptant des grands romans littéraires ou des personnages. Je pense à Tardy, par exemple, avec Jean Vautrin, Tardy avec Léo Mallet. Donc il y a vraiment cette relation aussi à la littérature, ce qui est assez étonnant. Et la bande dessinée peut se situer comme ça au carrefour de différents arts, à la fois en influence ou en participation. Et effectivement, qui reprend une grande tradition d'illustration qu'on a connue en art avec Vallotton, par exemple, qui faisait des bois gravés, Zhao Wuqi, plus récemment, qui avait mis en peinture plusieurs poètes. Voilà, on se retrouve effectivement dans une tradition de création et du trait. Eh bien, merci Christophe. Donc là, qu'est-ce que vous pouvez nous... pardon. Ah pardon, oui, non, mais j'ai coupé Christophe. Non. Catherine, vas-y. Et qu'est-ce que vous avez lu dernièrement? Qu'est-ce que vous avez vu que vous nous recommandez? Voilà. Allez, on fait un petit break. En album. Ouais. En album. J'ai lu un album. Alors, j'en parlerai avec Nicolas dans bien sûr, prochaine édition d'Entrecast. C'est du teasing. Mais j'ai découvert, j'en parlais tout à l'heure. Alors, c'est pas vraiment un album de BD, c'est de l'illustration et de la photographie. C'est Loustal et De Pardon. Et c'est vrai que la vision de ces deux artistes reste assez remarquable. Et moi, je connais De Pardon. Loustal, je ne connais pas. Donc, c'est à découvrir pour moi. Loustal est un des plus grands dessinateurs de bande dessinée. C'est remarquable. Vraiment à découvrir. Je pense que ça va vous plaire. D'accord, très bien. Ok, bon ben voilà, moi j'avais ma question à me poser. Oui, Catherine, tu as bien fait, c'est vrai. Question pertinente en plus. Merci, remercie. Eh bien alors Christophe, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de ce petit passage dans Coup de fil. Et alors, petite précision. Oui. Quand a lieu Entrecast? Voilà, allez, on continue la promo. Voilà, donc c'est le premier jeudi du mois. Alors, c'est le premier jeudi du mois. Vous pouvez revoir la première émission qui a eu lieu, qui a été diffusée pour la première fois début octobre, jusqu'à la fin du mois. Et la prochaine émission, le numéro 2 d'Entrecast, avec plein de surprises qu'on vous prépare avec Nicolas, aura lieu le jeudi 5 novembre. Et donc c'est à 20h, la première diffusion. Et c'est à 20h. Parfait. Très bien. Eh bien, merci encore d'avoir accepté de nous parler BD et puis de relations avec les artistes. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, une émission qui va s'achever gentiment sur une petite note... De BD. De BD, ça fait du bien, mais c'est bien de mélanger. C'est vrai que c'est important de mélanger les arts et de mélanger, pourquoi pas, les émissions aussi, et qu'il y ait une passerelle entre chaque émission. Moi, je trouve ça parfait. Et puis alors, pour revenir au début de l'émission et de rappeler la grande actualité du mois d'octobre pour l'art plastique, qu'on voit en fond derrière toi, Catherine. Oui. La FIAC, bien sûr. Voilà. Alors, donc, la FIAC. On l'a évoqué avec Romain Tichit du YA. La FIAC. Du 22 au 25 octobre 2015, voilà. Donc c'est au Grand Palais. C'est au Grand Palais. Et à côté de ça, donc vous avez beaucoup de visites à faire, et vous avez cette édition aussi comment. Oh bah je vais pas y arriver. Oh bah Catherine. Oh bah non, ça va pas du tout. Je prends le relais. Alors la FIAC cette année est encore riche en actualité. Bien sûr, il y a la foire proprement dite du 22 au 25 octobre, c'est au Grand Palais. Là, on voit les images de l'année dernière avec une forte affluence. On est quand même sur 70 000 visiteurs par... c'est énorme. J'allais dire par an, mais voilà, sur les 4 jours de foire, donc c'est énorme. Des acheteurs, des badauds, il y a de tout. Hein. Oui, il y a de tout. Oui.
Il y a aussi tout un programme hors les murs, avec le Jardin des Plantes et la présentation, le Jardin des Plantes pardon, et le Jardin des Tuileries, les deux jardins, avec des œuvres, des sculptures in situ. Et puis donc, il y a au Carreau du Temple. Et il y a au Carreau du Temple, il y a... Voilà, c'était ça. C'était ça. Et il y a toutes ces foires dites satellites aussi. Donc cette année, il y en a pas mal encore. Il y a Slick, il y a le IA, il y a Art Élysée, il y a une nouvelle foire qui est Asian Now sur la scène asiatique. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. En parlant de scène asiatique, je pense que l'émission du mois prochain, ça serait bien d'aller au musée des arts décoratifs. Eh ben, nous partirons parce sur l'Asie. Sur l'Asie, voilà, il y a une superbe exposition. L'année de la Corée, une superbe exposition. Donc là, on vous en parlera à ce moment-là. Nous le ferons, nous irons, bien sûr, Catherine. Tout ce que tu veux. Voilà, donc la FIAC, incontournable. Du 22 au 25, les horaires d'ouverture, ça ouvre à partir de midi. Donc pas la peine de se précipiter, de commencer trop tôt. Le prix d'entrée en revanche, que j'aurais aimé vous donner. Malheureusement, je crois que je ne l'ai pas dans ce petit fascicule. C'est dans les 17 heures. Voilà, c'est... Ah, Christophe est encore avec nous. Ah, Christophe est encore avec nous. Tout à fait. Ben, Christophe. Et est-ce que vous allez y aller? Est-ce que vous allez aller à la FIAC? J'irai peut-être faire un petit tour. D'accord, sans plus. Voilà. Sans plus. D'accord, ok. Bon, c'est vrai que la BD fait une entrée timide encore à la FIAC. Ah ouais, plutôt sur des artistes. Oui. C'est vrai que pour l'instant, on peut représenter sur des grandes galeries. Là, ça reste que des galeries spéciales. Mais en fait, ça fait une évolution comme l'évolution du street art. En fait, maintenant, parce qu'il y a toutes les galeries qui se mettent à exposer du street art. Enfin, pour moi, c'est plus du street art parce que c'est sur des voilà. Donc c'est vrai que ça évolue comme ça. En fait, il y a une avancée de nouveautés. On essaye d'exposer des choses qui sont pas habituelles. Voilà. Et donc pour Coupe-Fil, ça va être terminé pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons donc début novembre, nous aussi, pour une nouvelle émission avec de la Corée dedans. De la Corée dedans. Pour faire plaisir à Catherine. Ouais. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur l'iTunes Store. C'est encore bien dit? C'est bien. Non, mais nous l'avons là, différents formats, du format basse définition au format haute définition, plus un format audio pour nous écouter, avoir le plaisir d'avoir nos voix mélodieuses en fond sonore, dans le métro ou dans la voiture, où vous soyez. Vous nous retrouvez évidemment sur les box. Sur les box. Merci Catherine. J'ai pas le malheureusement. J'ai pas les numéros en tête. Bah voilà. Alors sur SFR, c'est la chaîne 178, Free c'est 154, Bouygues 127 et Orange 168. Retenez bien. Voilà, vous pouvez pas nous rater. Et puis vous pouvez continuer à converser avec nous via Twitter et les réseaux sociaux. Sur Coupe-Fil, hashtag WatchTV, tout ça. Donc on vous souhaite de bonnes visites. Oui. C'est important. Restez éveillés, continuez à faire plein d'expositions. Et nous continuerons à en faire pour vous aussi. Catherine, à bientôt. À bientôt, Pierre. Bon mois d'octobre. Merci.